Veuillez accueillir Richard Dean Anderson. En 2013, Richard Dean Anderson a choqué Hollywood en renonçant à des projets d'une valeur de 30 millions de dollars. Il n'avait que 63 ans. Sa carrière était toujours au sommet. Les stars studios le suppliaient de revenir. Mais Anderson avait un secret. Des sources proches d'Anderson révèlent qu'il porte un sombre secret sur l'industrie depuis des décennies. Quelque chose qui s'est produit pendant ses années MacGyver l'a tellement traumatisé qu'il n'en a jamais parlé publiquement. Ce que les initiés d'Hollywood lui ont fait explique pourquoi il a choisi le silence plutôt que la célébrité. Richard Dean Anderson est né par une journée glaciale de janvier 1950. Sa mère venait de le mettre au monde à Dawson Creek, en Colombie-Britannique. Mais en moins de 3 jours, ils ont emballé le nouveau-né et ont traversé les États-Unis. Ils se sont installés à Minneapolis, dans le Minnesota, où Richard a grandi en tant qu'aîné de 4 frères. Son père, Stuart, était plus qu'un enseignant. Il enseignait l'anglais et l'art dramatique le jour, mais jouait de la basse de jazz la nuit. Sa mère, Jocelyn, était une artiste douée qui peignait et sculptait. Dès le début, le monde de Richard était rempli de musique, d'art et de lumière de la scène. Les murs de leur maison résonnaient souvent de jazz et de l'odeur de la peinture. Et lorsqu'il était petit garçon, il s'asseyait tranquillement au fond des théâtres du secondaire, pendant que son père répétait des pièces de théâtre. Un jour, il a vu des acteurs utiliser des Twinkies comme gâteau d'anniversaire pendant une répétition, et cela l'a marqué. Il a décidé que tout emploi qui venait avec des Twinkies gratuits valait la peine d'être poursuivi. Il a grandi à Roseville, une banlieue où sa vie tournait autour de 2 choses, le hockey sur glace et les rêveries. Il aimait tellement ce sport que cela frisait l'obsession. Les gens l'appelaient un fou de hockey et il était bon, vraiment bon. Stan Mikita, la légende du hockey lui-même, a même loué ses compétences. Richard rêvait de devenir professionnel. Mais à seulement 16 ans, ses rêves se sont brisés. D'abord, il s'est cassé un bras lors d'une violente collision en match. Puis, à peine 3 semaines plus tard, il s'est cassé l'autre bras. La deuxième fracture a été si brutale qu'elle l'a envoyé à l'hôpital pendant 3 mois et a nécessité une intervention chirurgicale avec des broches et des plaques. Les médecins l'ont averti qu'il pourrait perdre le mouvement à jamais. Il était repéré par de vraies équipes à l'époque. Se faire arracher tout cela comme ça était plus qu'une simple douleur. C'était une perte d'identité. Le hockey était ce qu'il était. Et maintenant, c'était fini. Il est tombé dans la dépression. Le séjour à l'hôpital lui a paru interminable. Et le silence de ne plus jamais patiner lui a fait plus mal que la douleur dans ses os. Mais quelque chose d'inattendu a commencé à grandir dans ce calme. Il a commencé à prêter plus d'attention aux pièces de théâtre de l'école de son père. Il a rejoint des clubs de théâtre. Il s'est produit avec des plâtres encore sur les bras. Le jeu d'acteur lui a donné quelque chose auquel s'accrocher alors que tout le reste s'était envolé. Et quelque part, au milieu de ces petites productions, un feu s'est allumé qui ne s'éteindrait plus jamais. L'enfance de Richard n'a pas été facile. Sa famille n'avait pas grand-chose. Le chèque de paie de son père couvrait à peine les besoins essentiels. Parfois, les concerts de musique aidaient, parfois non. Les 4 garçons devaient mince à mettre tracé se serre la mince à la pâte. Richard livrait des journaux. Il savait ce que cela signifiait d'apprécier chaque dollar. Il a également appris à tirer le meilleur parti de ce qu'il avait, comme la fois où il a essayé de faire du vélo de Minneapolis à Dothe alors qu'il n'avait que 10 ans. C'est un voyage de 160 km. Il n'a pas dit à ses parents tout le plan. Il est juste monté sur son vélo et est parti. Il a parcouru la moitié du chemin, 80 km, avant que son petit corps ne l'abandonne. Il a dû faire demi-tour. Mais ce n'était pas un échec. Même à 10 ans, il avait le courage d'essayer quelque chose que la plupart des adultes n'oseraient pas faire. À 17 ans, son goût pour le danger n'a fait que croître. Il est parti pour un voyage à vélo à travers le pays. Il a parcouru plus de 9000 km du Minnesota en passant par le Canada jusqu'en Alaska. Il a fait les 33 derniers jours complètement seul.
Pas de voiture qui le suivait, pas d'équipe, juste lui, un vélo et un mélange brutal de montagne et de météo. Plus tôt cette année-là, il avait été pris dans une tempête de neige terrifiante à Taos, au Nouveau-Mexique, où des vents de 160 km/h l'avaient bloqué dans des conditions de voile blanc. Il a survécu, et d'une manière ou d'une autre, il a continué à en demander plus. Il a appris à faire de la plongée sous-marine. Il a appris à conduire des motos. Il en a acheté 4, dont une Harley Davidson. Il sautait des toits d'école pour s'amuser. Il faisait des chutes à moto tout-terrain et se relevait en souriant. Une fois, il a plongé d'un plongeoir, s'est cogné la tête et a eu besoin de pointes de suture. Cela ne l'a pas ralenti. Une fois, pendant l'un des hivers rigoureux du Minnesota, il a décidé qu'il voulait établir un record du monde en vivant dans un igloo. Il l'a construit lui-même. Il y est resté pendant 3 jours. Il a failli mourir de froid. Mais pour lui, ce n'était qu'un défi de plus. Son adolescence a été remplie de cascades sauvages et de situations de justesse. Il n'avait pas peur de la douleur. Il n'avait pas peur de l'échec. Ce qui lui faisait peur, c'était de rester immobile. Richard Dean Anderson a pris un énorme risque en 1976 lorsqu'il a quitté l'Université de l'Ohio et a déménagé à Los Angeles. Il n'avait aucune garantie de succès, juste un rêve et beaucoup d'incertitudes à surmonter. Il a fait tout ce qu'il fallait. L'un de ses emplois les plus étranges a été de travailler avec des baleines lors d'un spectacle marin. Il avait besoin d'argent pour payer son loyer, mais cet emploi lui a également appris à gérer la pression et à rester calme devant un grand public. Auparavant, il avait déjà perfectionné son jeu d'acteur sur la scène théâtrale de New York. Chaque emploi bizarre, chaque petite scène le préparait à quelque chose de plus grand. Cette même année, au printemps 1976, tout a changé. Il a décroché son premier grand rôle dans General Hospital. Il a été choisi pour incarner le Dr. Jeff Weber et est resté dans la série pendant 5 ans, apparaissant dans 611 épisodes. Cela s'est produit juste au moment où la série est passée de 30 minutes à 45 le 26 juillet 1976. Les cotes d'écoute ont commencé à grimper rapidement. En 1969, General Hospital est devenu le premier feuilleton de jour en Amérique. Anderson a fait partie de cette vague. Il a joué aux côtés de stars comme Denise Alexander et Stuart Damon. Et au moment où il l'a quitté en 1981, il n'était plus un simple acteur de feuilleton. Il était devenu quelqu'un que les producteurs avaient commencé à remarquer. À partir de là, il n'a pas ralenti. Juste après General Hospital, il est apparu dans The Facts of Life en 1981 et a joué Brian Parker. Puis il est apparu dans Today's FBI sous le nom d'Andy McFay et est même apparu dans The Love Boat en 1982 sous le nom de Carter Randall. Ce n'étaient pas des emplois aléatoires. Chacun a été choisi avec soin. Il prouvait qu'il pouvait faire plus que de simples feuilletons. Il voulait montrer son talent, et il l'a fait. Il a travaillé avec différentes équipes, différents réalisateurs, établissant des contacts et acquérant de l'expérience. Mais tout n'a pas fonctionné. Entre 1982 et 1984, il a reçu le rôle principal dans 2 séries de CBS. La première était Seven Brides for Seven Brothers, où il jouait Adam McFadden pendant 22 épisodes. Juste après cela, il a joué le lieutenant Simon Adams dans Emerald Point Nice pendant 22 épisodes également. Les 2 séries ont été annulées après une seule saison. 2 grandes chances, 2 grands échecs. Pour un acteur en pleine ascension, ce genre d'échec consécutif peut tuer une carrière. Mais Anderson a continué. Il a regardé, il a appris, il a fait attention à ce à quoi le public réagissait. Et puis, en 1945, le rôle qui allait tout changer est arrivé. Lorsqu'il a auditionné pour MacGyver en 1945, quelque chose d'étrange s'est produit. Il s'est présenté avec ses lunettes. Il ne les a pas enlevées. Il n'essayait pas d'avoir l'air cool ou d'impressionner qui que ce soit. Ce moment d'honnêteté et de simplicité a impressionné les producteurs. Ils ne cherchaient pas une star de l'action typique. Ils voulaient quelqu'un de réel. Anderson a obtenu le rôle. Il n'avait aucune formation de cascadeur.
mais il les a convaincus de le laisser faire la plupart de ses propres cascades de toute façon. 70% des scènes dangereuses, vous voyez, c'était lui. Il croyait qu'il fallait faire les choses soi-même. Il détestait les armes à feu dans la vraie vie, et MacGyver aussi. Cette association était parfaite. La série a explosé. De 1945 à 1992, MacGyver a diffusé 139 épisodes. Anderson est passé d'acteur de feuilleton à légende de la télévision. En 1990, il gagnait 1 million de dollars par saison, mais l'argent réel est arrivé lorsqu'il a négocié des crédits de producteurs dans les saisons ultérieures. Cela signifiait qu'il gagnait également une part des syndications. MacGyver était partout. Les parents adoraient la série parce qu'elle était intelligente et évitait la violence. Les enfants l'adoraient parce qu'elle rendait la science cool. Même le mot MacGyver est devenu un verbe. On ne réparait pas quelque chose, on le MacGyverait. En 2006, 14 ans après la fin de la série, il a ramené le personnage dans une publicité du Super Bowl. C'est à quel point le personnage s'était enfoncé dans la culture pop. Mais le succès a eu un prix. En 1987, lors du tournage d'une scène de course sur un terrain accidenté, Anderson a mis le pied dans un trou caché. Il ne s'est pas seulement tordu la cheville, son disque a explosé. La douleur a irradié sa jambe. Il ne pouvait pas marcher correctement, mais il ne s'est pas arrêté. Pendant 1 an et demi, il a filmé des épisodes dans une douleur terrible, avalant des analgésiques et refusant de l'aide. Il ne voulait pas de doublure. Il ne voulait pas montrer de faiblesse, mais les dégâts étaient réels. Les médecins l'ont mis en garde contre des problèmes nerveux permanents. Il a finalement cédé et s'est fait opérer, mais la douleur n'a jamais complètement disparu. Il l'a traîné avec lui pendant le reste de la série. L'un des moments les plus emblématiques du premier épisode de MacGyver est tiré de l'enfance d'Anderson. Enfant, il adorait démonter des choses et construire de nouvelles inventions. Cette habitude s'est transformée en la fameuse bombe à trombone. Elle n'était pas dans le scénario original, elle venait directement des souvenirs d'Anderson. Il avait réellement construit des choses comme ça en grandissant. Lorsque le pilote a été diffusé, il a attiré une cote d'écoute de 10,9. Cela signifiait que près de 20 millions de personnes l'ont regardé. La chaîne a été déçue au début, mais cette scène est devenue légendaire. Les scénaristes ont commencé à demander à Anderson des conseils sur les types d'inventions que MacGyver pouvait construire. Il n'a pas seulement joué le rôle, il l'a façonné. En 1991, la pression de la série l'avait rattrapé. Il s'est effondré sur le plateau. Il s'est évanoui à cause du stress, de la déshydratation et de l'épuisement total. Les médecins ont dit que son corps fonctionnait à seulement 20%. Il était complètement épuisé. Il a demandé au studio de le laisser partir. Ils ont dit non. S'il démissionnait, ils le poursuivraient en justice pour 18 millions de dollars. Ce chiffre n'était pas un bluff. Il était piégé, obligé de continuer à filmer, même si sa santé se détériorait. Il a avoué plus tard que la série avait pris le contrôle de toute sa vie. Il ne restait plus rien en dehors de cela. Lorsque Richard Dean Anderson a accepté de jouer dans Stargate SG-1 en 1997, il a choqué tout le monde à MGM en demandant quelque chose qu'aucun acteur n'avait jamais demandé auparavant. Il ne voulait pas d'un rôle à temps plein. Il exigeait une semaine de travail de 3 jours. Cela signifiait que du vendredi au dimanche, il serait complètement libre afin de pouvoir être à la maison avec sa fille nouveau-née. Oui, les producteurs n'arrivaient pas à y croire. Remanier tout le calendrier de tournage d'une série autour d'un seul acteur semblait insensé. Mais Anderson sortait de MacGyver, l'une des plus grandes séries de la fin des années 80 et du début des années 90. Et son nom seul pouvait attirer des millions de téléspectateurs. Alors, MGM a cédé. Il a obtenu l'accord. Il gagnait 100 000 $ par épisode tout en ne travaillant qu'à temps partiel. Et cet accord à temps partiel a en quelque sorte duré les 10 saisons. Anderson a fini par apparaître dans 173 épisodes sur 214. Ce contrat de 3 jours est devenu célèbre à Hollywood. D'autres acteurs ont commencé à demander la même chose, mais personne d'autre n'a réussi comme lui. En 2001,
Pendant la 5e saison de la série, les choses sont devenues encore plus folles. Le salaire d'Anderson avait doublé. Il gagnait maintenant 200 000 $ par épisode. Cela représentait 4,4 millions de dollars par saison, et il ne travaillait toujours que 3 jours par semaine. Stargate SG-1 était devenu le joyau de la couronne de Sci-Fi, attirant environ 2,5 millions de téléspectateurs chaque semaine. À l'international, la série rapportait plus de 100 millions de dollars en contrats de syndication. Les conventions de fans payaient Anderson et Amanda Tapping jusqu'à 50 000 $ juste pour apparaître ensemble pour un panel. Et les fans l'adoraient, surtout parce que beaucoup de ses répliques n'étaient même pas dans le scénario. Beaucoup des répliques sarcastiques d'O'Neill étaient des choses qu'Anderson inventait sur le plateau. En 10 saisons, il a gagné plus de 30 millions de dollars, rien que grâce à la série elle-même. Cela ne comptait même pas les rediffusions et les droits résiduels, qui rapportent encore de l'argent aujourd'hui. Mais tout n'a pas été rose. En 2004, quelque chose s'est produit qui a tout changé pour Anderson. Lors du tournage de la saison 8, il s'est blessé au genou lors de ce qui aurait dû être une simple scène de course. Mais son pied s'est mal posé, son genou s'est tordu, les ligaments se sont déchirés, la douleur a été instantanée. Il a eu besoin d'une intervention chirurgicale et de mois de rééducation. Les médecins lui ont dit directement « Continuez à faire des scènes physiques et il pourrait perdre sa capacité à marcher correctement. » Au lieu de le retirer de la série, les producteurs ont apporté un changement astucieux. Ils ont promu le colonel O'Neill au grade de brigadier général, ce qui signifiait qu'il resterait surtout derrière un bureau. Ces scènes d'action ont été réduites de plus de la moitié. Les fans ont remarqué qu'il n'était pas aussi actif, mais ils ne savaient pas pourquoi. La vérité n'a éclaté que des années plus tard. Même aujourd'hui, Anderson marche encore avec une légère boiterie. Le coût total du traitement a dépassé 200 000 $, mais la plupart a été couvert par l'assurance. Malgré tout, cela a été un tournant. Il n'a plus jamais accepté de rôle exigeant physiquement. Cette même année, Anderson a réalisé l'un des épisodes les plus inoubliables de la série, Double Jeopardy, lors de la saison 4. Il était censé s'agir d'un épisode d'action de science-fiction amusant, mais Anderson y a apporté quelque chose d'inattendu. Le hockey. Il avait joué au hockey amateur pendant 15 ans et il a utilisé ses mouvements pour chorégraphier les scènes de bataille extraterrestres. Il a étudié les matchs de la LNH, regardé des cassettes et esquissé des combats extraterrestres comme s'il s'agissait de jeux de puissance sur glace. C'est devenu intense. L'épisode a dépassé le budget de 300 000 $ parce qu'il n'arrêtait pas d'exiger des reprises. Une scène de combat a nécessité 47 prises. Le coordinateur des cascades a fini par démissionner, mais Anderson a continué à insister. Il était obsédé. Il s'est même entraîné au mouvement de combat pendant le déjeuner avec l'équipe de cascadeurs. Lorsque l'épisode a été diffusé, il a battu des records, avec 3 années 1 million de téléspectateurs. Il est devenu l'épisode le plus regardé de la saison. Mais alors même que la série atteignait son apogée, Anderson s'effondrait en coulisses. En 2001, la même année où il a remporté le Saturn Award du meilleur acteur, il luttait secrètement contre un grave cas d'épuisement professionnel. Sa semaine de travail de 3 jours pouvait sembler facile, mais chacun de ces jours commençait à 5 heures du matin et ne se terminait pas avant 7 heures du soir. Il n'avait pas de pause. La pression était écrasante. Il a dit à sa co-star Michael Shanks que cela détruisait sa santé. Il ne pouvait pas dormir sans pilule. Il buvait 8 à 10 tasses de café par jour juste pour rester éveillé. Pendant son discours de remise de prix, les fans ont vu un acteur joyeux. Mais en coulisses, les maquilleurs devaient s'achisser les cernes sous ses yeux. Il rencontrait un thérapeute 2 fois par semaine et pensait sérieusement à quitter la série après la saison 7. Le point de rupture est survenu lorsqu'il s'est littéralement endormi pendant une entrevue en direct. C'est alors que MGM est intervenu. Ils lui ont engagé un assistant personnel et ont réduit de moitié son travail de relations publiques.
Seule Amanda Tapping était au courant des séances tests de thérapie à l'époque. Anderson portait toute cette pression depuis des années, mais il n'avait pas non plus peur de prendre des risques avec sa carrière. En 1992, il a fait quelque chose de complètement inattendu. Il a joué dans un thriller de CBS intitulé Through the Eyes of a Killer. Il a été diffusé le 15 décembre et a stupéfié les fans qui avaient l'habitude de le voir en héros. Cette fois, il jouait Ray Balano, un entrepreneur qui se transforme en harceleur après une brève liaison avec une femme nommée Laurie. Quand elle essaie de mettre fin à leur relation, il refuse de la laisser partir. Le film était sombre, dérangeant et un choc énorme pour les téléspectateurs qui ne le connaissaient que comme le MacGyver intelligent et gentil. Il était basé sur une nouvelle intitulée The Master Builder et a été tourné à Vancouver avec une durée de 95 minutes. Le film n'a pas battu de record. Il a obtenu une cote de 5,9 de quelques centaines de votants IMDb. Mais cela a prouvé qu'Anderson n'avait pas peur de sortir de sa zone de confort et de montrer un côté beaucoup plus sombre de lui-même. Cette même attitude intrépide s'est manifestée à nouveau en 2006, mais cette fois, il s'agissait de pure comédie. Anderson est apparu dans l'épisode des Simpsons intitulé Kiss Kiss Bang Bangalore, qui a été diffusé le 9 avril. L'épisode a été écrit par Dan Castellan, le même acteur qui a fait la voix d'Homer et qui avait en fait été invité dans Stargate SG-1 l'année précédente. Dans l'épisode, Anderson joue son propre rôle et rencontre Patty et Selma, obsédés par MacGyver. Ce qui les choque, ainsi que le public, c'est qu'Anderson dit qu'il n'a jamais aimé jouer MacGyver et qu'il ne l'a fait que pour le chèque de paye. Elle l'enlève, mais il s'échappe en utilisant une lentille de contact pour concentrer la lumière du soleil et brûler ses cordes. Un MacGyver classique. Puis, c'est encore plus drôle. Anderson devient obsédé par les cascades d'évasion et demande à Patty et Selma de continuer à l'enlever avec de nouveaux défis. C'était génial. Il s'était moqué de lui-même, s'est penché sur l'absurdité et les fans ont adoré. Cela a montré une facette de lui que la plupart des gens n'auraient jamais soupçonnée. Richard Dean Anderson a toujours été connu comme l'homme qui ne se fixait pas. Mais en 1992, quelque chose a changé. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il sortait avec Katharina Witt, la célèbre patineuse artistique d'Allemagne de l'Est. Elle n'était pas n'importe quelle athlète. Elle a été 4 fois pas championne du monde et, à l'époque, l'un des plus grands noms au monde. Leur relation n'a même pas duré 2 mois. De mars à avril 1992, ils ont été vus ensemble, ont fait l'objet d'innombrables discussions dans la presse, puis soudainement, c'était fini. La rupture est survenue alors que Witt était encore en pleine compétition et Anderson a admis que la pression de toute cette attention était devenue trop forte à supporter. Les gens ont pensé que peut-être cette fois, il avait enfin trouvé quelqu'un avec qui rester. Mais aussi vite que cela a commencé, cela s'est terminé. Avant cela, sa romance la plus stable s'est produite dans les années 1980. De 1983 à 1986, il était avec l'actrice Cella Ward. Ils se sont rencontrés sur le plateau d'une émission où ils jouaient des frères et sœurs. Hors écran, les choses sont devenues romantiques presque immédiatement. Cella venait d'emménager à Los Angeles et ils ont commencé à vivre à quelques pas l'un de l'autre à West Hollywood. Même s'ils n'étaient pas mariés, ils vivaient comme un vrai couple. Mais son travail sur MacGyver signifiait des journées de travail de 15 heures et ils sont devenus ce qu'il appelait un couple de week-end. Anderson a dit plus tard que c'était une belle relation, mais le mariage lui faisait peur. Après leur rupture, il est sorti avec Terry Hatcher d'avril 1991 à février 1993. Cela a duré près de 2 ans, mais une fois de plus, aucun engagement à long terme. Les 2 relations se sont terminées en bons termes. Pourtant, tout le monde à Hollywood savait qu'Anderson ne se marierait tout simplement pas. Puis est arrivée une personne qui a vraiment changé le rythme de sa vie. Elle s'appelait April Prose. Elle était styliste de garde-robe, pas une célébrité.
En 1996, un ami commun les a présentés et elle ne s'attendait pas à grand-chose. Elle pensait qu'Anderson n'était qu'un autre acteur qui ne s'engagerait jamais. Mais après un seul rendez-vous, April a appelé sa mère et lui a dit qu'elle avait rencontré l'homme avec qui elle allait passer sa vie. Ils sont restés ensemble pendant 7 ans. Le 2 août 1998, leur fille, Y. Quinn, Anna Rose Anderson, est née. Anderson avait 48 ans. Il ne s'était jamais marié, mais maintenant il était père. Il n'a pas non plus épousé April, mais ils ont construit une vie ensemble. Lorsqu'ils se sont finalement séparés en 2003, il n'y avait aucune amertume. Anderson a dit que sa seule préoccupation était maintenant sa fille. Mais des années avant la naissance de Y, une courte romance a failli tout gâcher. En 1995, Anderson a commencé à fréquenter Lara Flynn Boyle. Elle avait 25 ans et était l'une des stars les plus en vue d'Hollywood grâce à son rôle dans Twin Peaks. Les médias ne les ont pas laissés respirer. Leur différence d'âge de 21 ans est devenue un sujet constant. Les tabloïds les ont suivis partout. Anderson, qui avait réussi à rester discret pendant la majeure partie de sa carrière, a dit qu'il se sentait anéanti. La relation s'est terminée rapidement, mais les gros titres, non. Il a dit plus tard que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment réalisé à quel point les projecteurs pouvaient être toxiques. Après cela, il a commencé à se retirer de la vie publique. En 1997, lorsqu'il a commencé à tourner Stargate SG-1, il a pris une décision importante. Au lieu de rester à Los Angeles, il a déménagé à Vancouver. Il voulait de l'espace, il voulait du calme, il voulait de l'intimité. 8 mois par année, il restait au Canada, évitant les tapis rouges et les fêtes hollywoodiennes. Il faisait de la randonnée. Il jouait au hockey avec des amis. Et lorsque Y est né en 1998, cet aspect est devenu encore plus important. Sa maison de Vancouver est devenue un sanctuaire, un endroit pour être simplement un père. La naissance de Y n'a pas été paisible cependant. C'était terrifiant. Elle ne respirait pas quand elle est sortie. Elle n'a pas pleuré. Les médecins se sont précipités pour la sauver. Et Anderson est resté figé, essayant de rester fort. Quand ils ont finalement dit qu'elle allait bien, il s'est effondré en larmes. Plus tard, il a dit que c'était le moment le plus bouleversant de sa vie. Cela l'a complètement changé. À partir de ce jour, tout a tourné autour d'elle. Après sa séparation d'avec April en 2003, Anderson est devenu un père célibataire à temps plein. Il ne s'est pas plaint, il a embrassé cette situation. Il a assumé toutes les tâches parentales, les couches, les tétés, tout. Même à la fin de ses 60 ans, en 2017, il conduisait encore Y à l'école tous les matins et allait la chercher après. Il a renoncé à jouer. Il a choisi les journées tranquilles sur sa ferme de Malibu plutôt que les plateaux et les scénarios. Il a dit que même se réveiller à 3 heures du matin pour vérifier qu'elle allait bien n'était jamais un fardeau. Elle n'a jamais pleuré sans raison. Il a dit que devenir père à 48 ans l'avait frappé plus fort qu'il ne l'avait jamais prévu. Pendant la première année de Y, il a pleuré presque tous les jours. Quand April lui a dit qu'elle était enceinte, il a essayé de rester calme. Mais bientôt, il lisait tous les livres sur la parentalité qu'il pouvait trouver. Il s'était même inscrit à des cours de préparation au yoga pour l'accouchement. Il ne pouvait pas arrêter de regarder sa fille. L'homme qui avait autrefois été appelé le célibataire. Le plus convoité d'Hollywood était devenu un homme qui restait à la maison, ignorait les appels téléphoniques et se contentait de tenir son enfant. En 2013, il a fait un choix qui a choqué tout le monde. Il a démissionné. Il a complètement quitté l'industrie. À 63 ans, avec Stargate derrière lui et MacGyver disparu depuis longtemps, il a décidé qu'il ne courait plus après les scénarios ou l'argent. Sa fille avait maintenant 15 ans et il ne voulait pas en manquer une seconde. Son corps était fatigué. Les cascades avaient se fait des ravages. Mais plus que cela, il ne voulait pas répéter les vieilles erreurs. Des gens comme Terry Hatcher lui avaient dit qu'il n'était jamais à la maison. Il ne voulait pas que sa fille dise la même chose. Entre 2023 et 2025, il a refusé plus de 23 millions de dollars.
Netflix lui a offert 15 millions de dollars pour un documentaire sur sa vie. Il a dit non. Il ne voulait pas que sa vie soit transformée en contenu. Disney a offert 5 millions de dollars pour 5 épisodes de Stargate. Paramount a offert 3 millions de dollars pour un seul épisode de redémarrage de MacGyver. Il n'a même pas répondu. Un média a écrit « Aucun acteur dans l'histoire d'Hollywood n'a refusé autant d'argent, d'offres et de célébrités que Richard Dean Anderson. » Et pourtant, il ne le regrettait pas. Le redémarrage n'était pas fidèle à ce que MacGyver était vraiment. Il a dit qu'il n'était pas intéressé par une fausse nostalgie. Il ne disait oui qu'aux choses auxquelles il croyait, et elles devenaient de moins en moins nombreuses. En mai 2025, lors d'une convention à Londres, Anderson a de nouveau choqué les fans. Il n'a pas parlé de célébrité. Il n'a pas fait l'éloge de l'industrie. Il a qualifié Hollywood de machine à tuer les âmes. Il a dit qu'elle ne se souciait plus des gens, seulement de l'argent. Les fans ont été stupéfaits. Anderson avait toujours été poli et charmant en public. Mais cette fois, il ne s'est pas retenu. Il avait remplacé Amanda Tapping à la dernière minute et a fini par devenir le centre émotionnel de l'événement. Les billets ont été vendus. Les gens ont pleuré. Il ne vendait plus la célébrité. Il disait la vérité. Maintenant, à 75 ans, Anderson vit une vie tranquille à Malibu. Sa valeur nette est estimée à 30 millions de dollars. Sa maison à elle seule vaut 9,5 millions de dollars et il paie 112 000 dollars par an en impôts fonciers. Mais il ne se concentre pas sur le luxe. Il travaille avec des groupes environnementaux. Il siège au conseil consultatif de la Sea Shepherd Conservation Society et aide à lutter contre la chasse illégale à la baleine. Il soutient les programmes pour les jeunes. Il n'assiste qu'à 3 événements de fans par an. Sa vie est maintenant axée sur la paix. Il ne s'est pas retiré pour s'échapper. Il s'est retiré pour être présent. Il a choisi le silence plutôt que le bruit, la vraie vie plutôt que les projecteurs et, surtout, il a choisi d'être un père plutôt que d'être célèbre.